Pascal, tout est bon? On peut y aller. Alors, toutes nos excuses pour ces petites difficultés techniques. C'est le choix du high-tech que nous avons fait. Il est tellement rail qu'il est relativement incontrôlable. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour aux personnes présentes à distance et bonjour aux personnes que vous ne voyez pas, qui sont autour dans cette belle salle, autour de notre table ovale. Béné, bien sûr, Giulia, qui nous vient d'Italie, Mathilde, Annelise, Anna Lucia, qui nous vient d'Amérique du Sud, Jean-Louis, Jonathan et vont bientôt nous rejoindre Caroline et notre conférencière invitée Anne Cibran. Je tiens tout d'abord à remercier David et Béné pour leur engagement et leur exprimer ma gratitude d'être présente et invitée associée à ce très bel événement. Après la communication de Daniel consacrée aux oiseaux bio-indicateurs chez Baudelaire et T.S. Eliot, nous allons maintenant nous tourner vers la poésie irlandaise contemporaine et nous intéresser à la poétique de ce poète au nom imprononçable, Seamus Heaney, qui a reçu en 1995 le prix Nobel de littérature pour, je cite, « des œuvres dotées de beauté lyrique et de profondeur éthique », ceci est en lien avec le sujet que je vais aborder aujourd'hui, exaltant les miracles du quotidien et le passé vivant. L'intention de cette journée d'études étant, je cite, l'argumentaire de faire émerger des pratiques contemporaines de la recherche en écopoétique émanant de chercheurs et de chercheuses français ou travaillant sur des domaines francophones, j'ai choisi de présenter ma recherche en français. À cette fin, j'ai traduit toutes les citations de poèmes et les éclairages des critiques. De ce fait, l'analyse prosodique des textes sera moins prégnante que dans mes travaux habituels. Tous les textes sources sont à votre disposition sur demande. Je commencerai par donner un bref éclairage sur le contexte culturel et critique de l'œuvre que nous allons explorer ensemble, avant d'en étudier l'écopoétique à l'aune de la biodiversité dans deux sens essentiels de ce concept, le tout en 35 minutes chrono. Je me référerai tout d'abord à... Oui. Alors, Bénédicte, je vais avoir besoin de ton aide. Donc, Béné, si tu peux passer 2 diapos, s'il te plaît. On va faire un travail d'équipe. Parfait. Je me référerai tout d'abord à un récent volume de la revue Études irlandaises intitulé, vous le voyez, Nature, environnement et écologie politique en Irlande, publié en 2019. Dans ce volume, Catherine Conant et Florence Koulouma observent que l'éco-critique et l'éco-poétique n'ont paradoxalement pris leur essor en Irlande qu'au cours de la première décennie du XXIe siècle. Pourquoi paradoxalement ? Parce que dans l'imaginaire collectif, l'Irlande est un pays emblématiquement vert, associé à la valorisation de ses environnements naturels. Non, reviens en arrière. Or, c'est le déclin brutal de ce que l'on a appelé le tigre celtique, c'est-à-dire une expansion économique échappant à tout contrôle, qui a provoqué une prise de conscience soudaine de la destruction de l'environnement dans un pays défiguré. Phénomène dénoncé par nombre d'artistes irlandais dont l'œuvre est désormais appréhendée dans une perspective écocritique. La poésie de Seamus Heaney se prête parfaitement à une telle approche, dans la mesure où elle se consacre essentiellement à la représentation d'environnements naturels, historiques et culturels. Nombre d'études ont exploré ces liens avec la nature humaine et non humaine, son rapport aux éléments naturels, son attachement à une écriture de la nature inspirée des poèmes irlandais médiévaux, Early Irish Nature Writing. Cependant, sa relation à la biodiversité en tant que fraction vivante de la nature a été jusqu'ici relativement peu explorée. Pour mener cette enquête, nous garderons à l'esprit la mise en garde du biologiste Gilles Boeuf. Ne confondons pas nature et biodiversité, la seconde est incluse dans la première. Afin de mieux cerner ce concept plastique et intégrateur, j'ai pris pour point de départ le lumineux essai de Virginie Maris intitulé, vous le voyez à l'écran, « Philosophie de la biodiversité, petite éthique pour une nature en péril ».
J'ai retenu de son approche la double acception du concept de biodiversité en tant que diversité du vivant sous toutes ses formes et, Bénédicte l'a indiqué en ouverture de cette journée d'études, diversité biologique menacée qui s'offre à l'humanité comme objet de souci de protection. Une lecture de l'œuvre de Seamus Heaney à l'aune de la biodiversité montre combien sa poésie relève à la fois de cette intention ou de cette propriété et de cette préoccupation, pour reprendre les termes posés par Virginie Maris dans son manifeste philosophique et éthique. Pour développer ces dimensions, c'est ça, merci, je baserai mon approche théorique sur un excellent article coécrit par Susanna Lidström et Greg Garrett. Je vais franciser son nom, Garrard, parce que ça sera compliqué de faire un double accent, intitulé, je traduis, « Des images appropriées à la predicament, à la situation problématique qui est la nôtre, écologie, environnement et éco-poétique », publié dans la revue Environmental Humanities. Dans cet article, les deux chercheurs établissent une distinction entre l'éco-poésie des années 1980, qu'ils appellent éco-phénoménologique, qui révèle la capacité de la poésie d'élever la conscience que nous avons de notre environnement naturel, et l'éco-poésie des années 2010, qu'ils appellent environnementale, et qui met l'accent sur la capacité qu'ont les poèmes d'aborder des préoccupations environnementales complexes. Les deux auteurs précisent que leur intention n'est pas de démontrer la supériorité de l'une vis-à-vis de l'autre, mais de reconnaître la diversité et la complexité du champ de l'éco-poésie. On revient en arrière, Béni. Non, tu avais raison. Pour étayer cette distinction, ils analysent la manière dont les représentations des relations entre l'humain et l'environnement diffèrent dans les œuvres de deux écrivains anglophones majeurs, je dis bien anglophones et pas anglais ou britanniques, Ted Hughes et Seamus Heaney. Selon eux, le poète anglais Hughes, qui les deux étaient des amis intimes et de longue date, Hughes propose une tentative de voir le monde d'un point de vue non humain, en séparant nature et culture et en montrant la supériorité de la première sur la seconde, tandis que le poète irlandais Seamus Heaney représente l'interface entre l'humain et le monde naturel en constante interaction. On revient en arrière, Béné. Mon hypothèse de départ, telle que présentée dans le livret de notre journée d'études, pour ceux qui ont pris un peu d'avance, était que ces deux formes d'éco-poétique n'étaient pas mutuellement exclusives dans l'œuvre de Seamus Heaney, un glissement s'opérant de la première vers la seconde. Or, en relisant la totalité de l'œuvre poétique de Seamus Heaney à l'aune de la biodiversité, j'ai été amenée à nuancer cette hypothèse. En effet, dans son traitement de la biodiversité, je le précise bien, sa poétique semble être principalement, essentiellement environnementale, au sens où l'entendent Lidström et Garrard. En effet, dès les tout premiers recueils, elle adopte un point de vue anthropocentré pour rendre compte d'expériences de relations à la nature, à la fois physique et sensorielle, mais aussi historique, culturelle et sociale, les deux étant indissociables. À travers un florilège de textes que j'ai dû réduire, vous serez peut-être frustrés de voir passer certaines diapos à toute vitesse, mais elles seront à votre disposition par la suite. À travers un florilège de textes, nous lirons tout d'abord la poétique de Seamus Heaney comme une célébration de la biodiversité, au sens premier de diversité du monde vivant. Nous étudierons ensuite la manière dont le poète dénonce l'érosion de la biodiversité menacée et la dégradation des environnements naturels. Nous mettrons enfin en lumière la dimension éthique des processus créatifs d'un écrivain attaché à fonder et à transmettre une éco-poétique du vivant. La biodiversité, au sens de diversité du monde vivant, est omniprésente dans la poésie de Seamus Heaney, du premier recueil publié en 1966, Mort d'un naturaliste, au dernier, La chaîne humaine, publié en 2010. Je vais passer vite, sachez que tous les règnes y sont représentés, tout particulièrement le règne animal, terrestre, aquatique, aérien.
sais pas si on dit un règne animal aérien, c'est un néologisme peut-être, et végétal, avec une flore composée de plantes, de fleurs et d'arbres de toutes essences, de toutes espèces. Le catalogue ou le répertoire serait infini. Le paysage physique et psychique de Hini est celui des tourbières, d'un pays de ruisseaux et de sources, de lacs et de marécages, celui de la ruralité, sise dans un monde soumis au cycle de la disparition, de la germination et du renouveau. Mais au-delà d'un simple répertoire des espèces d'un milieu, sa poésie donne à percevoir, j'insiste sur percevoir, la dynamique des interactions entre êtres vivants humains et non humains, entre eux et avec leur environnement. Ayant passé son enfance dans une ferme d'Irlande du Nord, je ne résisterai pas au plaisir de relier au poème de Franco Arminio que vous avez cité et traduit. Nous avons besoin de paysans et de poètes. Son œuvre, c'est une expérience d'enfance qu'il traduit dans son œuvre sur un mode à la fois pastoral et anti-pastoral. On parle aussi de post-pastoral, mais je n'aurai pas le temps d'aborder cette dimension aujourd'hui. Seamus Heaney est souvent qualifié d'écrivain de la nature, nature writer. Le poème intitulé « Mais » associe l'immersion du sujet lyrique dans son milieu naturel, c'est la précédente Béné, les sensations que celle-ci lui procure et une transfiguration de cette expérience. Lisons ensemble, écoutons ensemble. Pataugeant parmi les tiges vertes, les touffes feuillues qui s'enchevêtrent et laissent des taches, leurs minuscules geysers de jus, le bout de mes chaussures étincelle maintenant sur la douce fontanelle de l'Irlande. L'une des principales qualités de la poésie de Seamus Heaney est le rôle que celui-ci accorde à la sensorialité dans l'évocation des environnements naturels. À cet égard, on pourrait qualifier son écriture d'éco-phénoménologique, puisque selon nos deux chercheurs, ce type de poétique, je les cite, se consacre à des descriptions et une appréciation de la nature non humaine en mettant l'accent sur nos réponses sensorielles. Fin de citation. En sollicitant les sens de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, du goût et du toucher, le poète donne à percevoir la dynamique du vivant, et ce souvent de manière synesthésique, c'est-à-dire en associant plusieurs sens. Et là, je passe sur les exemples que je souhaitais vous donner de manière bilingue. D'après Lidström et Garrard, une deuxième caractéristique de la poésie écophénoménologique consiste à adopter un point de vue non humain pour présenter la nature comme distincte de la sphère de l'humain. Il est toutefois frappant de constater que même lorsque Heaney représente la nature comme autre, il adopte un point de vue anthropocentré qui lui permet d'explorer le rapport du sujet lyrique à l'environnement naturel. La posture est le plus souvent celle d'un sujet humain qui observe, écoute, se projette et interprète. Mort d'un naturaliste, c'est le titre du poème et du recueil, le premier recueil, est exemplaire à cet égard. Le naturaliste est le jeune Heaney qui passe d'une fascination pour les sciences naturelles au dégoût et à la peur des réalités que celles-ci peuvent recouvrir. Le poème s'ouvre sur l'évocation d'un ruissoir, c'est un lieu créé dans une rivière, dans un ruisseau, pour faire macérer les tiges de lin, pour les utiliser par la suite pour le tissage. Des bulles gargouillaient délicatement, des mouches bleues tissaient une épaisse gaze sonore autour de l'odeur. Il y avait des libellules, des papillons tachetés, mais le plus beau, c'était la bave épaisse et chaude du frais de grenouille qui prenait comme de l'eau coagulée à l'ombre des berges. La curiosité naturelle de l'enfant est nourrie par l'observation d'échantillons qu'il prélève dans le ruissoir et les leçons de sciences naturelles dispensées par Miss Wall, l'institutrice, sur la vie sexuelle des grenouilles. Or, l'épreuve du réel vient briser la bulle qui entoure les mystères du vivant lorsque, par une chaude journée d'été, l'enfant découvre le ruissoir grouillant de batraciens. Au fond du fossé, des crapauds au ventre gras étaient campés sur les mottes. Leurs coups flasques battaient comme des voiles. Certains sautillaient. Il y avait des flocs et des flaques obscènes et menaçants. D'autres trônaient, grenades de boue prêtes à sauter, leurs têtes rondes pétées. Écœuré, je pris la fuite. Les grands rois de la vase étaient réunis là pour la vengeance, et je savais que si j'y trempais la main, le frais s'en saisirait.
La fascination se transforme ici en répulsion et en appréhension, sentiment étrangement récurrent dans l'œuvre de Seamus Heaney, dans laquelle le rapport au vivant n'est pas dépourvu d'un sentiment d'angoisse, souvent associé à la figure du rat. Là aussi, je fais l'économie des exemples que j'aurais aimé mais vous les trouverez dans la version écrite de ce travail. On pourrait être tenté de qualifier ce poème d'éco-phénoménologique. En effet, selon Lidström et Gerhard, cette forme de poésie, je les cite à nouveau, s'intéresse au monde écologique parce qu'il est différent d'eux et extérieur au soi, et concerné par l'interface entre l'humain et le monde naturel en tant que sphère séparée. Cependant, la dimension culturelle prédomine dans ce poème séminal, annonciateur d'une poétique fondée sur des processus de mise en environnement, j'emprunte ce terme à Timothy Norton, au sein desquels l'environnement n'est pas un arrière-plan passif, ou n'est plus un arrière-plan passif, mais le produit d'interaction entre nature humaine et non humaine. Fin de citation. En effet, dans tous ces textes, Heaney représente le monde naturel comme indissociable de l'histoire, de la politique, de la culture, de la langue et de la mémoire personnelle et collective. Je vais donc passer sur une citation de Heaney lui-même pour partager avec vous cet extraordinaire poème qui s'intitule « Toom » et qui emprunte son titre au nom d'un petit village d'Irlande du Nord. Le poème s'intitule donc « Toom ». Mes lèvres arrondies épousent le doux souffle, toum, toum, tandis que sous la surface délogée de la langue, je m'engage dans un souterrain, cherchant du neuf parmi des centaines de siècles de terreau, silex, balles de mousquet, éclats de poterie, torques et arêtes de poisson, jusqu'à ce que je sois couvert de boue alluviale, un banc tout soudain sous l'eau des tourbières et des affluents, et que les rivières caressent mes cheveux. Juste un instant, Béné, et je profite de cet instant de silence pour souhaiter la bienvenue à Anne qui vient de nous rejoindre, ainsi que Caroline. Installez-vous tranquillement. 4 ans après la publication des Sonnets de Glanmore, dont j'aurais aimé vous parler plus avant, mais ça sera pour une autre occasion, l'interface entre humain et non-humain s'incarne dans la poésie de Seamus Heaney en une persona hybride, mi-homme, mi-oiseau, issue de la tradition druidique et bardique moyenne irlandaise. Anti-héros d'un récit qui conjugue prose et poésie, le roi païen Sweeney est maudit par un saint, métamorphosé en oiseau et condamné à la folie et à l'errance à travers l'Irlande. Ça fait 14 siècles que Sweeney erre à travers l'Irlande, un peu plus de 14 siècles. En 1983, Seamus Heaney publie sa traduction de Bill Sweeney, intitulée Sweeney Astray, avec une magnifique traduction en français par Bernard Hoffner, intitulée Les errances de Sweeney. La version de Heaney abonde en évocation des milieux naturels, entre chants de souffrance et de pénitence, et célébration de la flore et de la faune d'Irlande. Nous allons passer, Béné, sur l'extrait que j'avais prévu de vous lire ici. La rencontre entre Heaney et son alter ego donne lieu à une séquence de poèmes dans lequel le poète épouse la voix et la perspective de l'homme-oiseau. Dans le premier envol, The First Flight, le sujet lyrique redécouvre la nature, à l'instar de Sweeney après sa métamorphose. Un petit extrait de ce premier envol. J'approchais des galets et des baies, de l'odeur d'ail sauvage, réapprenant l'acoustique du givre et le sens du chant des oiseaux. Lidström et Gerhard observent que nombre de poèmes écophénologiques ont en commun d'inspirer une appréciation du monde non humain en reconnaissant les perspectives différentes, les Umwelten, d'autres espèces. Si l'hybridité de la figure de Sweeney permet à Heaney d'adopter un regard autre, le point de vue de celui qu'il appelle l'esprit vert des fourrés demeure, paradoxalement, humain. J'y reviens. La figure de Sweeney permet également au poète de dénoncer les transformations infligées par la modernité au milieu naturel. Ainsi, dans le poème intitulé « Sweeney ressuscité », le sujet évoque sa résurrection dans un environnement défiguré. La célébration du vivant se mue alors en défense de la biodiversité.
Dans le recueil intitulé « District et cercle », le poète dénonce la pollution de la rivière Moyola, rivière d'Irlande du Nord. Il évoque sa vitalité première, emportée dans son propre courant, ses creux pierreux brouillants de vie, les semis de pollen ternissant ses bassins. Il s'interroge ensuite. Ai-je entendu quelqu'un crier? Avant de décrire sa dégradation, symbolisée par la déformation de son nom englué dans la boue et les algues. C'est le passage que je vous propose de découvrir maintenant. Ces galets gluants et brouillés par les algues, comme si son nom et son eau vive souffraient d'être embourbés, ces claires voyelles soumises au glissement de Moyola à Moyula. J'ai assombri la voyelle de Oya vers Oula pour suggérer l'obscurcissement du climat écologique, explique Ini. Originellement chant de célébration de la biodiversité, de la vie et du flux, ce poème est emblématique des préoccupations environnementales de la poétique inienne, dimension à laquelle nous allons maintenant nous consacrer. Selon nos deux chercheurs, Lidström et Garrard, la poésie dite environnementale s'adresse à la transformation des relations entre sociétés humaines et environnement naturel en mettant l'accent sur la capacité qu'ont les poèmes d'aborder des préoccupations complexes associées au champ plus vaste des humanités environnementales. Ces textes comprennent des niveaux de sens multiples et il importe d'y chercher des images qui abordent, je les cite, les relations contemporaines de l'homme et de l'environnement, entre local et global, social et écologique, perception et imagination. Quelles images et quelles idées vont nous aider à appréhender émotionnellement des questions telles que le changement climatique? Où et comment allons-nous les trouver et les formuler? Comment nos imaginations peuvent-elles commencer à faire face aux implications d'une relation profondément modifiée entre l'humain et le non-humain? L'appréhension émotionnelle des questions environnementales est une caractéristique spécifique de l'éco-poétique de Ini. En effet, ce dernier met l'accent sur le ressenti profond lié à de telles transformations en recourant à des corrélats objectifs, c'est sa propre expression, hybrides, à la fois humains et non humains, avec lesquels il s'identifie et dont il adopte le point de vue et la voix. Ainsi, il emprunte la persona de deux témoins brutalement projetés dans l'ère contemporaine. Le roi Sweeney, nous venons de le rencontrer, l'homme oiseau médiéval et l'homme de Tolland, victime sacrificielle de l'âge de fer, exhumé des tourbières du Danemark en 1950 et ressuscité par l'écrivain. Dans l'homme de Tolland au printemps, cet être hybride s'extirpe de la tourbière avec laquelle il faisait corps pour renaître à un monde altéré. Je me réveillai, alertée par un sixième sens. Prise de panique, la bécassine jaillit dans la pénombre, se dévoie. Les alouettes sont coites dans l'éclat du soleil. La pluie est altérée dans les trous des tourbières. L'homme de Tolland occupe une place privilégiée dans l'imaginaire d'un artiste en quête, je le cite à nouveau, d'images et de symboles susceptibles de rendre compte de la situation problématique qui est la nôtre. Selon l'écrivain, la figure de cet être issu des tourbières, je le cite, abolit la frontière entre culture et nature, entre art et vie, entre vision intérieure et vision physique. L'homme de Tolland au printemps met en scène la résurrection du sujet lyrique dans un monologue dramatique fusionnant la voix du revenant et celle du poète, brutalement plongé, je les cite, je cite Ini, dans le monde des caméras de surveillance et des circuits fermés, des gaz à effet de serre et des pluies acides. Dans le premier sonnet, l'homme de l'âge de fer erre indétectable dans un univers technologique et consumériste. Il se remémore l'instant de son sacrifice rituel, sacrifice à la déesse de la terre, Nertus. Son inhumation, son attente, perdue, je cite, loin sous l'herbe ensemencée.
son réveil et sa découverte d'un environnement altéré, comme nous venons de le découvrir. Le second sonnet, le deuxième sonnet évoque la tourbière, les perceptions de l'être qui y fut enfoui, son exhumation. Le troisième dénonce l'exhibition de son corps momifié dans le musée de Silkeborg au Danemark. Sa communion avec la tourbe, je cite, c'est merveilleux, fantastique, dirait Daniel, tandis que la moelle de la tourbière se moulait pesante en moi-même et moi en elle. Il défie ensuite l'histoire, affirmant le pouvoir de l'esprit sur la matière et la puissance du verbe. J'ai rassemblé mes forces latentes. Dites à mes poignets noueux d'être comme des bouleaux argentés. Dites à mes mains sans cale d'être une fraîche pelouse. Dites à ma peau entaillée par la bêche de cicatriser. Et je fus restaurée en me disant ceci. Revenu à la vie, il savoure tout d'abord la qualité pastorale de son environnement, mais la tonalité s'obscurcit lorsqu'il perçoit les transformations affectant la terre et l'air. Il oppose alors son écosystème originel et le milieu urbain dans lequel il se trouve exilé, je cite, dans ces files d'individus connectés aux sourires absents. Il exprime son sentiment d'aliénation. Je me tenais loin d'eux comme un jonc, la tête en l'air, loin de son lac oblong. Dans le sonnet final, il se remémore avoir illégalement déraciné des roseaux dans l'intention de les transplanter. Or, son projet échoue, les roseaux ayant moisi au fond d'un placard. Chaque tige a la peau verte devenue friable, les fibres détrempées ayant séché, si bien que le bouquet mou et uligineux avait perdu son odeur de feuilles sauvages et de tourbes moisies. Le poème se clôt sur un dilemme entre disperser la poussière des roseaux desséchés ou bien cracher dessus et la mélanger avec de la salive, geste ancestral du fermier et du coupeur de tourbe. Le sujet opte pour la seconde posture. De la poussière dans ma paume et dans mes narines de la poussière. Devrais-je la disperser ou la mélanger avec de la salive au nom du pollen et en mon nom? Comme le ferait un homme coupant la tourbe, je me redressai, cracher dans mes mains, me sentir régénéré et me propulser, ressourcer dans la rue. La traduction que j'ai choisi de donner du dernier vers, and spirited myself into the street, efface une partie de son ambiguïté. En effet, confrontés à l'ambivalence de ce poème, certains critiques, les critiques en offrent des interprétations fort divergentes entre expression de la défaite ou du défi, de la fuite, spirited myself into the street, ou de la résilience, de la renonciation, l'homme devenu esprit dématérialisé, ou d'une forme de résolution. Pour ma part, j'ai choisi de lire ces sonnets comme un message d'espoir, lecture corroborée par l'affirmation de l'écrivain, selon lequel ce poème est, je le cite, un sursaut et une projection d'énergie, la suggestion d'une possibilité en dépit des circonstances négatives. La raison pour laquelle j'ai souhaité intégrer ce poème dans cette communication et dans cette journée d'études est le fait qu'il s'agit, selon moi, d'un poème magistral, dans sa représentation de la biodiversité, dans ses manifestations minérales, végétales, animales, humaines, associées à la promotion d'une conscience environnementale, stimulée par une invitation à l'empathie, des métaphores pour le moins provocantes et une polysémie vertigineuse. Et c'est à l'épreuve de la traduction qu'on se rend compte de l'extraordinaire profondeur, richesse inouïe vraiment de ce texte. L'intention environnementale en est explicite, l'homme de l'âge de fer ressurgissant du passé pour, je cite Ini, déambuler comme un étranger parmi nous dans le monde moderne de la réalité virtuelle et de la pollution avérée. Et Ini d'ajouter, et ça sera la transition avec mon étape suivante, ce que vous avez là n'est pas un documentaire, car tel n'est pas l'objet de la poésie.
Ce que vous avez là est une représentation symbolique du changement. Dans les derniers vers du sonnet final, l'homme des tourbières incarne la résilience et le pouvoir de la poésie. À la question de savoir si ce poème est un manifeste écologiste ou une complainte environnementale, il n'y répond que tout dépend de ce que l'on entend par ressusciter. Lorsque l'homme des tourbières se réveille et dérive dans le monde du XXIe siècle, il sent bien que quelque chose ne va pas sur la terre et dans l'air. Ainsi, l'appellation complainte environnementale est-elle plutôt adéquate? Mais la puissance de l'écriture est venue lorsque je me suis identifiée à cet homme comme à un être qui avait rassemblé ses forces latentes. Celui-ci revient dans le monde des vivants grâce à un acte de volonté, qui est aussi un acte d'imagination. Fondamentalement, il est la voix du poète qui se saisit à nouveau de lui-même et de son sujet. Dans un remarquable essai intitulé « Habiter en poète », Jean-Claude Pinson explique que la poétique d'un écrivain consiste autant en la conception que celui-ci se fait de la poésie qu'en la démarche et l'allure de son écriture propre. Le critique associe des caractéristiques conceptuelles et stylistiques spécifiques à un écrivain à la constitution de ce qu'il nomme, et nous arrivons à la seconde partie du titre de cette communication, une poétique. Et je vous épargnerai, j'arrêterai de dire avec un H ou sans H, je pense que la distinction entre les deux sera relativement claire au fil de mon propos. Une poétique fait toujours signe vers une poétique. Un poème n'est pas seulement un objet verbal offert à la jouissance esthétique ou à l'analyse, il est aussi, c'est quelque chose qui m'est cher, une proposition de monde, une proposition quant à une modalité possible de son habitation. Employer le mot valise de poétique, c'est ainsi désigner le rapport d'une parole à une habitude d'habiter, spécifique à tel ou tel poète. Selon le philosophe, définir la poétique d'une œuvre revient à approcher la suggestion de cette habité qu'elle projette en aval d'elle-même. Une telle intention réside au cœur du projet d'un écrivain, convaincu du rôle vital que peut et doit jouer la poésie pour transformer notre rapport au monde non humain et à la biodiversité. Shemessine revendique ce rôle, je le cite, afin que les êtres humains puissent faire advenir les meilleures conditions dans lesquelles habiter. Il est essentiel que la vision de la réalité offerte par la poésie soit transformative. De mort d'un naturaliste à la chaîne humaine, sa poétique s'attache à suggérer et à mettre en œuvre les modalités d'un habité, fondé sur le c'est un mot qui est devenu presque banal, mais qui reprend ici tout son sens, sur le respect du monde naturel. Respect né d'une capacité d'observation du vivant, mais aussi et surtout de faculté d'écoute. Dans un superbe article consacré au ressort de l'oralité dans l'œuvre du poète, Fanny Quément décrypte la manière dont celui-ci nous invite à, je la cite, une pratique active de l'écoute proche de l'espionnage poétique. Je pense à Béné dans son introduction, s'interrogeant sur la manière dont la littérature traduit la biophonie. Fanny Quément ajoute « Sa poétique requiert un double engagement, prêter une oreille au vers et l'autre au monde ». Comme l'observe John Festina, les poèmes, je le cite, nous font nous arrêter, regarder, écouter, suffisamment longtemps pour que l'imagination puisse agir, relier, et nous amener à nous mettre au service, c'est ma traduction, de l'unique monde que nous ayons. Je ne sais pas si l'idée de mise au service était vraiment dans l'essence de cette phrase de John Festina, mais j'ai trouvé qu'elle correspondait bien au propos d'aujourd'hui. À travers la poésie de Heaney, l'imagination puise aux sources de la sensorialité, comme nous l'avons vu, pour offrir au lecteur, et j'ajoute, dans la dimension irlandaise de cette poésie, c'est une poésie qui est faite pour être entendue. Aux lecteurs et aux auditeurs, une version transformée, habitable et inspirante du réel. Sa poétique associe la puissance de l'imagination et la force de la révélation. Ce sont des notions
éminemment romantique, j'en ai conscience. Justement, associer la puissance de l'imagination et la force de la révélation au développement de la conscience. Les premières offrant à la troisième, la conscience, une chance d'appréhender les problèmes, et je cite Heaney, et de pressentir ses capacités. Celui-ci met en avant le rôle joué par le poète dans l'éveil et l'élévation des consciences individuelles et collectives. Ainsi, la dimension éthique de sa poétique est indispensable, le lapsus est intéressant, est indissociable des valeurs d'engagement et de responsabilité. Heaney souligne que le poète doit se montrer à la hauteur tant des prises de conscience issues de l'acte d'écriture que de toute révélation venant s'inscrire dans le texte. Il arrive qu'une telle révélation, une fois enchâssée dans le poème, devienne un standard, une exigence de conduite pour le poète, qui doit alors se soumettre à l'effort d'incarner dans sa propre existence le niveau de conscience établi dans le poème. Cette responsabilité est alors transférée au lecteur et ou à l'auditeur. Notre attention vis-à-vis des milieux naturels ayant été stimulée par les sens et l'imagination, il nous appartient de déployer la conscience de notre être au monde, notre manière d'habiter une écosphère menacée et conscience de notre part d'implication ou de non-engagement vis-à-vis de l'écocide en cours. Autrement dit, de passer d'une conscience mentale à une conscience morale, comme nous y invite John Festina. Et j'en arrive à ma conclusion. À quoi servent les poètes? S'interroge Jonathan Bate dans Le chant de la terre. Juste avant, Béné, s'il te plaît. Ils ne sont pas des philosophes, encore que, bien qu'ils essaient souvent d'expliquer le monde et la place de l'humanité au sein de celui-ci. Ils ne sont pas vraiment des moralistes, mais ils sont souvent exceptionnellement lucides ou provocateurs dans la manière dont ils expriment la relation entre les mondes intérieurs et extérieurs, entre l'être et l'habité. La poétique de Seamus Heaney participe d'une telle intention, exprimer la relation entre l'être et l'habité afin d'intensifier notre perception environnementale. Participe aussi d'une telle démarche, provoquer des prises de conscience pour faire advenir un habité lucide et respectueux. Dans Stepping Stones, l'écrivain réaffirme son positionnement sociétal, moral et spirituel. Les questions environnementales ont largement modifié l'esprit de la poésie. Il s'agit à nouveau de la question du degré de conscience, de l'horizon de conscience dans lequel opèrent le poète et le public. Relever le défi fait partie intégrante de l'entreprise lyrique. Au terme de notre traversée de l'œuvre de Seamus Heaney, cette priorité donnée à la conscience vient paradoxalement conforter notre intuition initiale, en montrant combien, dans sa visée environnementale, la poétique, cette fois avec la poétique sans H, hénienne, met certains traits de la poésie écophénoménologique au service d'une éco-poétique. En effet, c'est en affinant nos perceptions de la biodiversité et en enrichissant notre appréciation du vivant non humain que le poète nous invite à développer la conscience tant de notre responsabilité vis-à-vis de notre écosphère que de notre puissance d'intention et d'agir. C'est la précédente, Béné. Et je vous remercie très vivement pour votre écoute. Merci bien Pascal pour cette communication très riche et ça nous donne plusieurs pistes
explorer. Il y aura bien plusieurs questions, j'imagine, à la fin des présentations. Mais là, juste avant de passer la parole à Elisa, j'aimerais bien en fait donner une petite présentation en fait de vos travaux, etc. Parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en dire quelque chose au début. Donc, juste pour dire pour en dire 2 ou 3 phrases, puisque c'est important pour ceux et celles qui sont ici présentes et présents, qui ne vous connaissent pas. Les personnes ne seront pas très nombreuses, j'imagine, mais juste pour dire. Donc, pour dire, Pascal est professeur de littérature irlandaise à l'Université de Perpignan, via Domicha. Il est l'auteur de la monographie « Les métamorphoses de Sweeney dans la littérature irlandaise contemporaine ». Et la monographie est sortie en 2011 chez les presses universitaires de Caen. Elle a dirigé Irlande, Insularité, Singularité, presse universitaire de Perpignan 2001, et l'autobiographie irlandaise, presse universitaire de Caen 2004, ainsi que Déclinaison de la voix avec Hélène Guillaume et Paul Carmignani, presse université de Perpignan 2006. Elle est membre du comité directeur de la revue Études irlandaises et co-porteuse de l'atelier Oikos à Perpignan. Juste pour vous dire.